Bonsoir Pierre Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Eh bien, je m'appelle Pierre Lelouch. J'ai été élevé dans ce quartier, ici même, longtemps. Que dire ? Que je suis vieux, hein, malheureusement, 73 ans, que ces années sont passées très très vite, et que je continue à travailler plein pot sur les questions internationales qui ont été la grande passion de ma vie, quoi. J'ai toujours été passionné par l'histoire des peuples, par les raisons pour lesquelles les gens s'entretuaient. En fait, c'est une espèce de quête du pourquoi, du comment les pays se font la guerre. Vous avez été ministre, vous avez été président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Oui. ministre J'ai été universitaire, j'étais avocat. J'ai décliné et éditorialiste, et ce que je continue à faire d'ailleurs, je continue à écrire beaucoup. J'ai décliné cette curiosité pour les affaires internationales à peu près sous toutes les formes possibles professionnellement. Sauf malheureusement à être milliardaire comme Elon Musk, va lancer de très grandes sociétés comme GAFAM. Eux, ils ont dominé le monde d'une autre façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde des idées. On est très content de vous recevoir ce soir pour plein de raisons, parce que vous avez connu Marc Ullmann, Pierre Asner, parce que vous avez été journaliste, parce que vous êtes spécialisé en droit, en plus d'être journaliste. Ma première question concernant la Russie et l'Ukraine. Pourquoi on ne l'a pas vu venir ? Comment ça a germé ? Où on en est et où ça va nous emmener ? Alors, je viens de sortir un livre qui s'appelle Engrenage qui aux s'appelle éditions Engrenage aux éditions Odile Jacob. 23,90 €. Et le sous-titre, c'est Engrenage de la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Parce que dans l'affaire de l'Ukraine, il y a l'Ukraine et puis il y a l'impact que ça a sur la planète tout entière. Donc, commençons par la question que vous posez, à savoir les relations entre l'Ukraine et la Russie et pourquoi on n'a rien voulu voir ou vu voir venir cette affaire. Moi, je considère que cette guerre, c'est l'histoire d'une guerre annoncée, en fait. C'est la guerre de sécession d'Ukraine par rapport à la Russie. C'est une très vieille histoire. Les Russes considèrent que leur berceau de naissance, confirmé d'ailleurs par François Mitterrand, qui l'a dit lui-même à Kiev, leur berceau, c'est Kiev. Les Russes disent ça. Les Ukrainiens, pas du tout, mais enfin... Autrement dit, le lien entre ces deux peuples slaves est extrêmement fort, a perduré au fil de 600 ans d'occupation polonaise et lituanienne, 300 ans de domination russe, beaucoup de mariages croisés, beaucoup de rencontres au cours de ces siècles. Mais c'est pas ça dont je veux parler. Dans la période moderne, la question de l'Ukraine s'est posée plusieurs fois. Elle s'est posée... dès la fin de la Première Guerre mondiale. Une délégation ukrainienne est d'ailleurs venue, a été d'ailleurs dirigée par un juif ukrainien qui s'appelait Margolis et qui a essayé de faire reconnaître son pays par les vainqueurs de 1918. En fait, personne n'en voulait. Ni les vainqueurs, ni les vaincus, l'entente, ni les bolcheviks, ni les Russes blancs. Personne ne voulait d'un État ukrainien à l'époque. Et ça a été une phase extrêmement violente entre 1917, la révolution russe, et 1920-22. Il y a eu plein de gouvernements successifs à Kiev. Et l'Ukraine n'a jamais été indépendante. Elle a été absorbée, d'abord coupée en morceaux, entre la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Russie, etc. Jusqu'à l'opération Barbarossa, 1941, l'arrivée des Allemands. Et là, les nationalistes ukrainiens s'allient avec les Allemands pour essayer de sortir les soviétiques d'Ukraine. Il y a eu là aussi beaucoup de morts, beaucoup de massacres. Et les Russes ont utilisé la résistance ukrainienne, puis l'ont jetée. Ils ont mis en prison tous les chefs de l'armée ukrainienne indépendante de l'époque. Donc ça a constamment été un jeu de bascule depuis le XVIIe siècle entre... les Ukrainiens, à chaque fois, pour se débarrasser des Russes, on s'alliait avec l'État d'à côté, tantôt la Suède, tantôt l'Allemagne, et aujourd'hui, c'est les États-Unis et l'Union européenne. Et donc, cette histoire, qui est très compliquée en réalité, parce que si on lit les auteurs russes, c'est très compliqué de dire qu'il y avait une coupure entre les deux.
On appelait ça à l'époque, au XIXe siècle, les grands Russiens et les petits Russiens. Les deux peuples étaient mêlés. Et toute la partie Est, le Donbass, qui est revendiqué aujourd'hui par Poutine, a été colonisée par les Russes. Il n'y avait personne, c'était des steppes avec quelques Tatars, mais la Crimée était turque au départ, avant d'être prise par Catherine II. Et toute la partie du Donbass a été conquise par des Russes, mais il y avait aussi des Grecs, il y avait des Bulgares, il y avait toutes sortes de gens dans cette partie Est de l'Ukraine. En revanche, à l'Ouest, du côté de Lvov, Lviv, avant Lindbergh, là, il y a des Ukrainiens tournés vers l'Occident et vers l'Allemagne, et il n'y avait pas non plus les Polonais, il y a eu beaucoup de massacres de Polonais. Les Juifs, naturellement, ont été à chaque fois massacrés, au fur et à mesure. Mais les gens de l'Ouest détestent les Russes. C'est une des explications. Bon, Staline fait l'Ukraine moderne avec les frontières actuelles, enfin, les frontières de l'Ukraine telles que de l'indépendance sont les frontières tracées par Staline en 1945. Donc on récupère des morceaux qui étaient à l'Ouest et on met tout ça ensemble, sauf la Crimée qui rejoindra l'Ukraine soviétique par un cadeau de Khrouchtchev, qui était né à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Khrouchtchev fait cadeau de la Crimée à l'Ukraine. En 54 ou en 56, 54 je crois. 56. Et donc on a les frontières de l'Ukraine d'indépendance. Bon. Pourquoi on ne l'a pas vu venir? Alors attendez. 91, l'Union soviétique est pliée, le mur de Berlin tombe, et on va vers l'indépendance de toutes les républiques ex-soviétiques, dont l'Ukraine, qui fait son référendum en décembre 1991. Quelques semaines avant, George Bush, père, va à Kiev, et devant le comité central kievien à l'époque, il dit aux Ukrainiens, les États-Unis ne soutiendront pas l'indépendance de l'Ukraine et ne soutiendront pas la haine ethnique. Déjà à l'époque. Ouais. Et Mitterrand lui-même, à Kiev, toujours, pendant la période soviétique, avec Gorbatchev, explique que le berceau de la Russie, c'est Kiev. Donc, pour les dirigeants occidentaux, il n'est pas du tout question de faire divorcer ces deux peuples ou de couper... Les Russes, les Boris Yeltsin, essayaient naturellement de conserver. Ils avaient compris que l'Europe de l'Est était partie, mais ils voulaient conserver les régions qui étaient les plus proches de la Russie. Et Solzhenitsyn lui-même avait écrit, je le cite dans mon livre d'ailleurs, des passages où il dit ils ont le droit de partir, de toute façon ils ne sont pas russes. Les Ukrainiens, s'ils veulent vraiment partir, ils peuvent partir, sauf la partie qui est russe, ce qu'il appelle la Novorossia. La Novorossia, c'est l'idée de Poutine aussi, de conserver la zone qui est historiquement, à leurs yeux, russe. Alors je ne rentre pas là-dedans, mais c'est dire l'intimité entre les deux peuples. Et au moment où l'Ukraine devient indépendante, se pose la question de savoir ce que devient cette zone comprise entre l'Allemagne et la Russie. Encore une fois, la question n'avait pas été traitée à la fin de la Première Guerre mondiale, ni à la fin de la Seconde, puisque Staline avait tout englobé. Cette fois-ci, elle va se poser. Les Européens de l'Est n'ont qu'un souci, c'est de rallier l'Occident le plus vite possible, l'Union européenne et surtout l'OTAN, pour se protéger des Russes. Et les Ukrainiens, ils aimeraient bien aussi se détacher, mais en fait, personne n'en veut. Et la question de savoir ce que va devenir l'Ukraine, personne en réalité la pose. On va avoir à Kiev des gouvernements absolument corrompus, comme à Moscou, comme ailleurs, une chute drastique de la production du PIB ukrainien pendant cette période, l'émigration de 7 millions de personnes. Bref, l'Ukraine va mal. Elle essaye de se tourner vers l'Europe, mais l'Europe n'a pas vraiment de solution. Arrive en 2003 la première révolution orange. Moi, j'y étais, le premier Maïdan en 2003-2004, avec l'élection de Yushchenko. Il n'y avait pas encore George McCain sur Zoom? John McCain, c'était un de mes bons amis, le sénateur McCain. Oui, bien sûr, il s'occupait... Qu'est-ce qu'il faisait là-bas?
Ah ben, il y a des fondations américaines qui essayaient naturellement. Il y a une grosse diaspora polonaise et ukrainienne aux États-Unis et surtout au Canada. Et donc, les Américains... il y a une histoire aussi assez sombre, parce que beaucoup d'anciens nazis se sont planqués au Canada après-guerre. Donc, il y a beaucoup de choses dans les archives américaines qu'il faudra aller voir, mais c'était une période pas très très claire, quoi. Mais vous voyez, la complexité de cette affaire ukrainienne, elle a été aggravée par la lutte d'influence entre les deux empires. Avec McCain, Nuland, qui Ah oui, mais ça tout. c'est après. Ça va être 2013, 10 ans après. Mais il y avait une lutte d'influence, naturellement. L'affaire ukrainienne est devenue vraiment difficile à partir du moment où les relations Amérique-Russie se sont tendues dans les années 90. Mais il y a eu une période... immédiatement après la fin de la guerre froide, moi je le sais, puisque j'avais amené Chirac à Moscou à ce moment-là, au moment de la Révolution en 91, il y a eu une période où, à Moscou, on était plutôt favorable à sortir de la dictature et à se réconcilier avec l'Occident. Et ils attendaient beaucoup de l'Occident, sauf que l'Occident n'était pas trop au rendez-vous pour mettre de l'argent, pour les aider à faire cette transition. Et petit à petit, les voies ont divergé à nouveau. Et donc l'Ukraine, elle a été prise dans cette tenaille d'opposition impériale entre l'Amérique et la Russie, en étant mal dirigée, en servant de conduit au gaz russe qui venait approvisionner l'Europe. Donc il y avait des enjeux extrêmement forts. Voilà. Pourquoi on n'a pas voulu venir ? Parce que, comme le dit un des grands historiens de l'Ukraine... Avant, 2013. Oui, c'était le point blanc dans la mémoire des Européens. Pour les Européens, l'Ukraine n'existait pas, c'était une partie de la Russie. Et voilà, on avait des images un peu romantiques des Tatars, mais personne s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de cet État, qui était en permanence colonisé, divisé. C'est une terre sans problème, je veux dire, sans relief, donc c'est une terre de passage des empires. C'est comme Timothy Snyder appelle ça les terres de sang. Tout le monde est mort, là. Il y a des millions et des millions de morts, à commencer par les Juifs, mais aussi des Polonais, des Ukrainiens. Il y a eu la grande famine des années 20, l'Holodomor, qui a tué 4 millions d'Ukrainiens au moins, sur ordre de Staline. Donc c'est une terre de sang. Et aujourd'hui, on est dans une guerre qui est incroyablement violente. 1 million de victimes, quand même. Donc, personne ne parle, mais... C'est colossal. Il y a côté russe et côté ukrainien mélangés. Il y a 250 000 morts côté russe, 150 000 côté ukrainien à peu près, des centaines de milliers de blessés. C'est une guerre énorme. On parlera tout à l'heure des leçons qu'on peut en tirer sur le plan militaire. Mais pourquoi on n'a rien vu venir ? Parce que ça n'existait pas dans le mental des Européens, ni des Américains. Tandis que les Russes, eux, considèrent que c'est à eux, quoi. Le problème, il est là, si vous voulez. Et quand la guerre est arrivée, quand l'invasion est arrivée en 2014, on avait semblant de rien voir pour la Crimée, et avec des petites sanctions, des choses comme ça, mais on est revenu business as usual. En 2022, c'était difficile à faire, puisque la grande surprise stratégique de la guerre de 2022, c'est la résistance ukrainienne. Tout le monde pensait que ça allait être plié en 3 jours. C'est la résistance ukrainienne, ou si c'est le fait que Poutine a envoyé des colonnes de chars à la fleur au fusil, où ils sont fait démonter. C'est ça la surprise stratégique, c'est que ces colonnes de chars devaient faire comme en Tchécoslovaquie, devaient rentrer, renverser le pouvoir en quelques jours. L'affaire a été pliée en 3 jours, c'était l'opinion aussi des Américains. J'ai une question à vous poser. Quand vous étiez ministre, secrétaire d'État au commerce extérieur, imaginez-vous, est-ce que notre secrétaire d'État au commerce extérieur ou notre ministre de l'économie aurait-il pu recevoir une note des services de renseignement pour lui dire ça va pas être bon pour notre commerce extérieur, les prévisions pour notre commerce avec la guerre, ça va être compliqué, nos afflux énergétiques n'ont même pas été évolués, on ne sait même pas comment rerouter les choses. Est-ce que vous pensez que recevoir ce type de note quand on est au ministère, ça permet d'éviter des tweets du genre « on va mettre l'économie russe à genoux » ? Oui, non, je ne sais pas répondre à cette question, sauf pour vous dire que quand moi j'étais aux manettes de ces ministères, dans les années avant 2012, donc avant la Crimée, il y avait une relation de travail très, très utile avec les Russes. On
avait le site de nos fusées en Guyane était ouvert, on avait une coopération avec les Russes. On lançait des fusées russes depuis la Guyane. C'est l'époque où on vendait des porte-hélicoptères, des avions, des bateaux de débarquement, le Mistral, aux Russes, en 2012. Quand Poutine vient, on signe les bateaux. C'est l'époque où l'Allemagne se drogue complètement au gaz russe, construit Nord Stream 1, puis Nord Stream 2, donc Nord Stream 2 après la Crimée. Donc il y avait... l'une des difficultés dans toute cette affaire, c'est qu'il y a un énorme potentiel de relations économiques entre l'Europe et la Russie. La Russie est pleine de matières premières, notamment de gaz, de pétrole, d'agriculture et autres. Terres rares, de titane. Et ils ont besoin de technologie, donc il y avait énormément de business entre l'Europe et la Russie. Les Allemands, bien sûr, mais nous aussi. Plusieurs dizaines de milliards d'investissements à l'intérieur de la Russie. Donc il n'y avait pas vraiment le désir de tout casser. Le problème, c'est que parallèlement, les relations politiques avec l'Occident se sont de plus en plus tendues. Poutine arrive au pouvoir en 1999, et puis il y a les guerres de Tchétchénie, et au sortir de tout cela, après, rappelez-vous, en 2001, au moment de l'Afghanistan, les Russes sont les premiers à vouloir aider les Américains. Moi, j'ai été en charge de l'Afghanistan pendant 1 an. On transitait par la Russie. Nos soldats passaient par la Russie pour aller en Afghanistan. Et quand on a plié bagages, on est repassé par la Russie. Donc il y avait une vraie coopération, y compris sur l'Afghanistan, avec la Russie. Donc c'était une époque où les gens se parlaient. Mais il y a eu tous les événements autour, il y a eu la Libye, il y a eu les Balkans. Et petit à petit, les Russes ont commencé à dire « Bon, on n'est pas pris au sérieux ». C'est l'époque où Obama appelait la Russie une puissance moyenne, où John McCain, mon collègue et ami sénateur américain, appelait la Russie une grosse station d'essence avec des bombes atomiques. Donc les Russes n'aimaient pas trop ça, quoi. Et je me souviens d'une conversation avec Yevgeny Primakov, qui voulait être président, qui a été en fait remplacé, si j'ose dire, par Poutine. Primakov connaissait parfaitement la politique étrangère, l'Europe, le Proche-Orient, c'était un expert du monde arabe, et il dirigeait l'IMEMO à l'époque où je parlais avec lui, l'Institut russe des affaires internationales, et il était l'inventeur du concept du pivot eurasiatique de la Russie. Son truc, c'était de dire, bon, si les Américains ne nous respectent pas, et si, après avoir perdu le pacte de Varsovie, le Comecon, il faut voir ce que c'est que la Russie, comment elle a fondu à la fin de la guerre froide. C'était un choc terrible d'avoir perdu tout le glacis occidental, de voir tous ces anciens pays d'Europe centrale rejoindre à toute vitesse l'OTAN. Donc pour eux, c'était un choc profond. Des Occidentaux qui... faisait semblant de s'intéresser à la Russie, mais en fait était passé déjà à autre chose. Et Yevgeny Primakov, son truc, c'était de dire, puisque l'Amérique ne veut pas s'intéresser à nous, qu'on n'a pas notre place à égalité avec l'Amérique, c'est toujours l'obsession des Russes, ben dans ce cas-là, moi je bascule à une autre partie de mon passé, c'est-à-dire le pivot eurasiatique. Et je fais avec la Chine, le pays le plus grand du monde, le plus peuplé, et je fais avec l'Iran, le pays musulman le plus puissant. Et l'idée, c'était de construire une stratégie de remplacement avec cette triade Russie, Chine, Iran. Et c'est cette triade qu'on va voir renaître après 2022, au moment de la guerre d'Ukraine, et on voit là se dresser face à nous le début d'un monde post-occidental et dirigé par la Chine et la Russie, avec eux 2 autres pays parfaitement toxiques, l'Iran et la Corée du Nord, et derrière ce que les Russes appellent la majorité du monde, c'est-à-dire le Sud global. Donc, dans mon livre, je raconte, si vous voulez, la genèse de cette affaire ukrainienne avec la problématique de qui contrôle quoi au centre de l'Europe. C'est la question qui va se poser dès qu'on va parler de négociation de paix. On va y revenir. Donc c'est la première question, c'est que devient ce pays tampon entre l'Allemagne et la Russie, qui fait l'objet aujourd'hui
d'une guerre par procuration non déclarée entre l'OTAN et la Russie, parce que c'est quand même ça. Les États-Unis et la Chine, alors. Alors, il y a ce problème-là, et le second problème, c'est quelles sont les conséquences de ça sur le reste du monde, avec l'apparition, je vous dis, ce que j'appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les Chinois, les Russes, les Nord-Coréens et les Iraniens. Et on voit bien aujourd'hui que la guerre a déjà métastasé au Proche-Orient, puis elle peut le faire aussi en Orient, puisque vous avez vu que des soldats nord-coréens, on dit que des soldats coréens sont en train d'arriver sur le front face à l'Ukraine. Il y a eu démenti des Nord-Coréens il n'y a pas longtemps, mais peut-on leur faire confiance juste avant qu'on passe à 2022 ? Après la Crimée, c'est-à-dire l'invasion, du moins les petits soldats verts russes qui ont attrapé la Crimée... Ça, c'est en 2014. 2014, tout à fait. Donc à partir de 2014, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que on n'a pas vu un peu trop McCain sur place qui excitait un peu tout le monde, les révolutions colorées, j'en passais des meilleurs, Victoria Nuland qui excitait un petit peu tout le monde. La question que je me pose, c'est les Américains ont quel intérêt à mettre un conflit ouvert au sein même de l'Europe ? Vous savez quoi ? Les Américains, après 2014, s'intéressent à peine à l'Ukraine. Il n'y a pas de stratégie en Ukraine. Il y a très peu d'armes. Après le début de la guerre dans le Donbass, ils ne mettent pas beaucoup d'armes. C'est Blinken. Alors à l'époque, on a Biden comme vice-président et Blinken comme le conseiller à la sécurité de Biden. Et la question se pose, est-ce que les Américains doivent donner des armes aux Ukrainiens ? Et la réponse est non. Mais avant de leur donner des armes, est-ce qu'il n'y avait pas une militarisation de l'intellect du peuple ukrainien ? Non, le peuple ukrainien, jusqu'à 2010-2011, je le dis dans mon livre, je sors les sondages, il est divisé. La partie ouest, elle est pro-NATO, pro-OTAN, La partie est, elle rêve plutôt d'être le pont entre les deux. Elle n'a pas nécessairement envie d'une guerre ou d'un passage en Occident. Et les Américains, les Européens sont d'abord obsédés par les liens avec la Russie, et les Allemands surtout le gaz. Après la Crimée, ils construisent Nord Stream 2 quand même, que Angela Merkel voudra maintenir jusqu'à la dernière minute, avant même l'invasion. Elle s'accrochait encore à ce tuyau de gaz. Quant à nous, on vendait des bateaux. Et cerise sur le gâteau, on désarmait. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est là aussi que cette guerre d'Ukraine est un moment tournant dans l'histoire du monde. C'est qu'il y a 30 ans, on avait un tournant. Le tournant d'il y a 30 ans, c'était on va vers la démocratie. On a gagné la guerre froide, on va vers la démocratie, il va y avoir la mondialisation, c'est le moment de la paix éternelle. Et le rêve, c'était que les peuples, avec la mondialisation, deviendraient des peuples de consommateurs interchangeables, que c'est le succès de la civilisation occidentale, c'était la thèse un peu naïve de Fukuyama à l'époque qui l'emportait. On voyait des décennies de paix. Ce qui est en train de basculer aujourd'hui avec la guerre d'Ukraine et les métastases que l'on voit au Moyen-Orient, en Orient, etc., c'est la conscience que la violence est devenue quotidienne, décomplexée, que dans un continent bourré d'armes nucléaires comme l'Europe, on peut faire une guerre de haute intensité qui, depuis 3 ans, c'était impensable pour des gens comme Pierre Asner et autres, ou moi, qui avaient travaillé sur les questions de dissuasion. La crise de Cuba avait duré 13 jours. Et tout le monde était accroché au rideau en craignant une guerre nucléaire, alors qu'il n'y avait qu'un blocus naval de 13 jours, à l'issue duquel, d'ailleurs, on a retiré les armes nucléaires russes de Cuba et les armes américaines de Turquie. Mais là, on va vers la 3e année de guerre, avec, encore une fois, 1 million de victimes. Tout ça dans une zone où il y a quand même 2 alliés. Il y a 4 puissances nucléaires directement engagées. Il y a la Russie, enfin directement ou indirectement par des livraisons d'armes. Les Américains, les Anglais, les Français, puis en face les Russes. Et du soutien technique et de l'intelligence. Juste une question concernant les différents accords qui avaient été signés après la Crimée. Il y a eu les accords de Budapest, il y a eu les accords de... Alors, non, pas de tout mélanger. Ce qui s'est passé, il y a eu une première série d'accords au moment où tout allait bien, c'est-à-dire dans les années 90, où Américains et Russes s'embrassaient sur la bouche, il n'y avait pas de problème. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a aidé les Russes à récupérer les armes nucléaires qui étaient en Ukraine. Tenez-vous bien, au moment de l'indépendance de l'Ukraine en 91, il y avait 5000 armes nucléaires en Ukraine. Et en 91, l'Ukraine était la 3e puissance nucléaire au monde derrière les États-Unis et la Russie.
Les Russes, naturellement, ne l'entendaient pas ainsi, ils voulaient récupérer leur bombe atomique, et les Américains aussi, parce que les Américains, ils étaient obsédés par l'idée que ces armes puissent se retrouver dans les mains de terroristes, et comme ils avaient noté que les Ukrainiens n'hésitaient pas à vendre des armes un peu partout, et notamment dans des pays pas très nets. Vendre, c'est un bien grand mot. Si, il y avait l'industrie ukrainienne a commencé à vendre des trucs au Proche-Orient et autres, et donc les Américains étaient tétanisés à l'idée qu'il y ait des bombes qui puissent passer dans des pays pas très catholiques, entre guillemets. Et donc le résultat, c'était de conclure un accord avec les Russes pour rapatrier cela. Et donc, on a appelé ça le mémorandum de Budapest. On a forcé 3 pays de l'ex-Union soviétique, le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Ukraine, à renoncer aux armes nucléaires, d'accord, à signer le traité de non-prolifération en échange de garanties de sécurité. C'est-à-dire que les 5 membres du Conseil de sécurité devaient, en cas d'agression, venir au secours de l'Ukraine agressée. Je publie dans mon livre, en annexe, la garantie française qui fait 5 lignes, signée François Mitterrand. Et c'est pathétique. Ça veut dire que personne n'avait l'intention de venir au secours de l'Ukraine. En réalité, ce qu'on voulait, c'était s'assurer que les armes nucléaires ne finissent pas entre de mauvaises mains. Donc ça, c'était les années 90. Donc, ensuite, l'Ukraine reste sous le contrôle à peu près des Russes sur le plan stratégique. Elle essaye de s'ouvrir vers l'Union européenne et l'OTAN, mais en fait, personne n'a envie de la prendre dans l'OTAN. Et personne... Les Russes, surtout pas. Non, mais même du côté occidental, la question... Il y avait un comité OTAN-Ukraine, il y avait un comité OTAN-Russie, mais tout le monde faisait attention de ne pas envenimer les choses. Nous, encore une fois, du côté occidental, notre problème, c'était de faire du business avec la Russie, derrière l'Allemagne qui en plus se dénucléarisait pour des raisons de politique intérieure, donc à fond vers le gaz russe. L'équilibre de l'Allemagne dans l'après-guerre froide, c'est 3 choses. Sécurité américaine, exportation chinoise, et pour exportation chinoise, gaz russe. C'était ça l'équation allemande. Et nous, on suivait, tout le monde suivait ça. On en a profité pour désarmer massivement. Il faut savoir qu'on se retrouve... Les dividendes de la paix et ainsi de suite. Revenons à Angela Merkel et François Hollande, qui ont confessé que c'était les accords de Munich... De Minsk. De Minsk, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est après la Crimée. Ils ont confessé quoi ? Après la Crimée... qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Crimée ? Il se passe que ça a commencé un peu par hasard. Les Européens étaient en négociation pour une zone de libre-échange, d'accord économique avec l'Ukraine. Les Russes ne voulaient pas en entendre parler et ils faisaient pression sur le président à l'époque pro-russe, Yanukovych, pour qu'il ne signe pas avec les Européens. Mais les Européens, c'était la Troïka, c'était pas une direction politique, il n'y avait pas une décision majeure des leaders européens de l'époque d'aller prendre l'Ukraine sous notre aile. Il y avait une discussion bureaucratique, comme d'habitude à Bruxelles. On envoie la Troïka pour négocier un accord avec... C'était dans le cadre de la politique dite de voisinage. Donc on essaye de mettre en place un accord de libre-échange, mais les Russes n'en veulent pas. Les Russes préviennent que si l'Ukraine va vers l'OTAN, il y aura une guerre. Ça, c'était... Poutine l'avait déjà dit en 2008, lors du sommet de Bucarest. En 2008, c'était avant ça. C'est une histoire compliquée, je reviens en arrière. Il faut comprendre qu'à partir des années 2000, Poutine durcit par rapport à l'Ukraine. Il commence à dire qu'ils ne veulent plus de la domination américaine sur les affaires du monde. Il prononce un discours de ce type à Munich en 2007. En 2008, il y a Bucarest. Le président de l'époque, c'est George W., le fils Bush, qui, à l'inverse de son père, veut terminer son mandat avec l'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN. À ce moment-là, Merkel et Sarko disent « Non, si vous faites ça, il y aura la guerre ». Et donc, on ne fait pas rentrer l'Ukraine dans l'OTAN à ce moment-là. Il n'y a pas d'invitation, mais il y a un communiqué qui dit... l'Ukraine et la Géorgie ont vocation à rentrer dans l'OTAN. Pour les Russes, c'était une déclaration belligérance, en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé 4 mois plus tard ? 4 mois plus tard, il y a eu la guerre de Géorgie.
Et Sarkozy, pendant l'été, va là-bas, en Géorgie, je connais bien, pour stopper les choses. Donc il y avait ce problème-là dans le background, si j'ose dire. Arrive 2013, les Européens offrent un accord de coopération commerciale avec l'Ukraine, Poutine dit non. Et moi je vois Poutine à ce moment-là, d'ailleurs en tête à tête. J'accompagnais François Fillon en septembre 2013, au moment de ces manœuvres entre les Européens et les Russes, tout le monde faisait pression sur le gouvernement ukrainien. Et Poutine me dit, moi je ne laisserai jamais passer l'Ukraine à l'ouest. Ça fait partie de la Russie. Et s'ils font ça, je préférais la détruire. Froidement, comme ça. Et ça, c'était en septembre. En octobre, novembre, donc les Européens... Là, il y a Madame Nuland, il y a toutes les fondations américaines aussi sur le terrain. Fondation entre guillemets ou... Oui, non, entre guillemets. Ou extension des services de renseignement. Tout le monde espionne tout le monde, c'est même pas ça. Mais disons qu'il y avait une tentative d'influence sur le cours de l'histoire après ça. Donc Yanukovych, qu'est-ce qu'il fait ? À la veille de signer l'accord avec les Européens, il change d'avis. Il dit non, je ne signe plus. Et là, les gens vont dans la rue. Et ils veulent aller en Europe. Il y a Maïdan numéro 2. Moi, j'y étais. Et là, effectivement, arrive Madame Nuland et quelques autres. Qui distribuent des petits pains. Voilà. Et il y a l'occupation de la place. Et puis ça dégénère. Au bout d'un certain nombre de jours, on commence à tirer avec des armes à feu. Alors, qui tire sur quoi ? On ne sait pas. Il y a la maison des syndicats. Voilà, il y a plusieurs thèses. Ça tourne à la révolution. Les Russes disent que c'est une révolution fabriquée par la CIA. Les autres disent que c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y avait aussi une aspiration à aller vers l'Europe, c'est la vérité. Donc c'est très complexe. C'est une phase révolutionnaire, les gens se font tuer, et Yanukovych finit par s'enfuir. Et à partir du moment où il s'enfuit, la balle est dans le camp de qu'est-ce qu'on fait ? Minsk, c'était en quelle année ? Là, ça commence avec... et pourquoi Angela Merkel et François Hollande confessent que c'était pour faire gagner du temps à l'Ukraine pour se... Alors ça, c'est quand c'est devenu la Normandie, quelques temps après. Donc dans cette négociation, il n'y a pas les Américains, il y a les Français, les Allemands, les Ukrainiens et les Russes. Et là aussi, c'est une occasion ratée pour empêcher la guerre. Le dernier sommet du groupe dit de Normandie s'est réuni à l'Élysée en décembre 2019. Juste après l'élection de Zelensky, qui venait d'arriver, qui était un tout petit acteur, arrivé complètement par hasard, parce que le système était totalement pourri, et les Ukrainiens ont dit, on va lui donner sa chance à lui, puisque tout le monde est pourri. Il faut voir ce que c'était, Madame Timoshenko, tout ça. Ils faisaient des tonnes d'argent sur les transferts de gaz. Poroshenko, le fabricant de chocolat, avec des usines en Russie, enfin... Il y avait une très très forte corruption, les Ukrainiens avaient perdu espoir, donc ils élisent le petit acteur juif Zelensky, qui est tout sauf un homme politique expérimenté, et qui arrive avec l'idée de faire la paix, d'en finir avec cette guerre là-bas dans le Donbass, et d'avoir des relations normales avec les Russes. Et juste quand il dit ça, il fait une conférence de presse pour dire ça, là, la rue s'enflamme à Kiev. Et tous les partis nationalistes disent pas de trahison. Pas de renonciation. Vous entendez comme parti nationaliste Svoboda, toute la partie... Pravi Sector. Oui, mais il y avait aussi tous ceux qui avaient été battus, Poroshenko et tout. Tout le monde dit à Zelensky, tu ne peux pas signer avec les Russes. Donc il vient quand même à l'Élysée. On arrive à conclure une espèce de deal assez avancé, qu'on a appelé la formule Steinmeier, parce que c'était très complexe la négociation. C'était quand est-ce qu'on retire les forces russes qui étaient officiellement pas là. On fait des élections, et le jour de l'élection, les forces se retirent, et on crée un... Parce que tout ça tournait autour du statut des territoires de l'Est de l'Ukraine. À l'intérieur de l'Ukraine, personne ne remettait en cause les frontières de l'Ukraine, mais il fallait donner une sorte d'autonomie à ces zones où il y avait beaucoup de russophones. Et pourquoi il fallait leur donner une autonomie ? Parce que c'était... Ils étaient sécessionnistes, ou ils étaient sous le feu ukrainien, ils étaient motivés par les Russes ? Au début, il n'y avait pas de feu ukrainien. Il y avait des partis pro-russes, il y a une population d'origine russe qui était arrivée au XIXe siècle, avec des gens qui parlaient le russe, et qui étaient assez lointains des Ukrainiens de l'Ouest.
Et les Ukrainiens de l'Ouest, eux, ont commencé à dire, bon, on va supprimer l'apprentissage de la langue russe et on va forcer tout le monde à être de vrais Ukrainiens. Donc là, il y a eu des erreurs des deux côtés. Les Russes en ont profité pour installer leurs propres forces et créer ce qu'on appelle, nous, un conflit gelé. Donc il s'est créé une sorte de zone d'occupation qui ne disait pas son nom. Ils ont fait ça aussi en Géorgie. Ils contrôlent 2 territoires, l'Ossétie du Sud et la Transnistrie aussi, en Moldavie. À peu près à la même époque, je discutais avec des copains reporters de guerre ukrainiens et reporters de guerre russe. Ça, c'est un peu notre avantage, c'est-à-dire qu'on peut discuter, nous, avec tout le monde. Et ils me disaient déjà à l'époque que c'était une vraie boucherie. On en envoyait... Il y avait 15 000 morts, quand même, dans cette affaire, dans le Donbass. Et les gens mouraient beaucoup, oui. Et bon, la vérité, c'est qu'on n'a pas su, du côté français et allemand, imposer une solution. La Rada ukrainienne n'a jamais voté les lois d'autonomie. Pourquoi elle n'a pas voté les lois d'autonomie? Parce que qui dit autonomie disait que ces zones-là auraient pu voter contre l'adhésion à l'OTAN. Et donc, il y allait de la souveraineté de l'Ukraine. Les Ukrainiens de Kiev ne voulaient pas de statut différent pour ces minorités russophones à l'Est. Donc, ils voulaient un pays unitaire et pas du tout tolérer c'est l'inverse d'un système fédéral. En réalité, tout tournait autour de ça. Comment modifier la constitution ukrainienne? Comment donner l'autonomie à ces régions-là, les 4 provinces du Donbass. Et il n'y a jamais eu d'accord là-dessus. Les Russes, eux, faisaient semblant de ne pas être impliqués, en disant « nous, on n'y est pas, on n'y est pour rien ». Bien sûr, ils actionnaient les séparatistes, et on n'avançait pas. La France et l'Allemagne n'ont jamais pu... Et est-ce que de l'autre côté, les États-Unis actionnaient les nationalistes ukrainiens? Alors, les États-Unis, pendant toute cette période, c'est assez cocasse, eux, ils ouvraient des bases de la CIA. L'essentiel de l'entraînement de l'armée ukrainienne pendant cette période, c'était les Canadiens et les Anglais, pas les Américains. Il y a eu très peu d'armes américaines. Ils sous-traitaient les Américains. Oui, si on veut. Oui, on peut... Attraper un Canadien, c'est quand même plus rigolo qu'attraper un Américain, quand même, non? Oui, non, le plus drôle dans l'affaire, c'est Biden et le fils Biden. Et l'interférence de l'affaire ukrainienne dans les élections américaines, au moment de Trump. Au moment de Trump, vous avez suivi ça. Il y a eu une entreprise de pénétration russe des élections américaines, et pour lutter contre ça, Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, plus quelques personnages un peu douteux du style Manafort, ont voulu expliquer que non, l'interférence, elle venait pas de Russie, elle venait d'Ukraine. Et elle venait d'Ukraine. Pourquoi? Parce que le fils Biden, c'est-à-dire le fils de l'homme qui était chargé de l'Ukraine dans l'administration Obama, le fils Biden était corrompu et acheté par une boîte de gaz russe, ukraino-russe, à Kiev. Et c'était vrai. Le fils Biden était au conseil d'administration d'une société qui s'appelait Burisma. Il gagnait plusieurs millions par an, en fait, en représentant son père, quoi. Le point man de Obama pour cette région, c'était Biden, père. Donc le fils Biden est employé par la société Burisma, et les types de Trump disent, ben voilà, on va faire exploser ça à la figure de Biden. Et Zelensky est élu. C'est une histoire incroyable, c'est un roman. On reviendra sur le fils Biden juste après. Zelensky est élu, il veut pouvoir être invité à la Maison-Blanche. Parce que tout le monde s'en fout, ils n'ont pas le temps, ça ne les intéresse pas. Mais surtout, c'est vous dire à quel point. Aujourd'hui, Zelensky, c'est le dieu, c'est Churchill. À l'époque, personne ne veut le voir, surtout pas à la Maison-Blanche. Et puis, il veut des armes. Et les Américains ne veulent pas donner d'armes parce que Blinken et Biden disent non, si on met des armes, les Russes vont mettre encore plus d'armes, ça va faire prolonger la guerre, c'est pas la peine. C'était ça la ligne de l'époque, sous Obama-Biden. Et pendant ce temps-là, le fils Biden fait de l'argent avec les Ukrainiens. Trump, ensuite, a envie de se payer Biden et de le décrédibiliser totalement. Quand Zelensky est élu, Trump, il y a cette fameuse conversation téléphonique avec Zelensky, entre Trump et Zelensky, où Trump lui dit « Bon, j'ai besoin d'un petit service. » Tu dégages la procureure.
lui, il avait déjà dégagé l'ambassadeur américain, c'était une femme tout à fait respectable. Tu dégages le procureur et tu me lances une petite poursuite sur le fils Biden, qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Sauf que dans la conversation, elle est écoutée par des collaborateurs du Conseil de sécurité, dont un jeune de la CIA, qui est profondément choqué par le chantage et qui, après avoir hésité, décide de saisir ses procureurs comme lanceur d'alerte. Et il lance l'affaire. Il y a eu beaucoup d'hésitations pour le faire, mais ils l'ont fait. L'alerte a été retenue et ça a été transmis au Congrès. Dès que c'est transmis au Congrès, procédure de destitution contre Trump. Et en fait, il y aura 2 tentatives de destitution contre Trump. La première, c'est l'Ukraine. Et ce qui est marrant, c'est que... c'est marrant. La Chambre des représentants vote la destitution, il sera sauvé au Sénat. Donc voilà, comme j'écris dans le bouquin, voilà l'intérêt. Engrenage édition Odile Jacob. Donc c'est tout sauf une grande stratégie. Vous entendez ce que je veux dire? Les Russes disent, moi je veux garder l'Ukraine. J'ouvre une parenthèse. Voilà, vous parlez d'Hunter Biden. De l'autre côté, en face, il y a des gens qui achètent. Vous parlez d'Hunter Biden. Pardon? Vous parlez d'Hunter Biden, le fils Biden. Oui, Hunter Biden. Vous avez suivi un petit peu son histoire quand il a déposé son ordinateur portable pour faire réparer. Il y avait quoi là-dedans? Il y avait ça. Il y avait d'autres trucs. Il y avait un peu de crack, il y avait beaucoup de crack. Il y avait des mineurs. Il y avait des choses comme ça. Moi, j'ai pas lu ce qu'il y avait dans son ordinateur. Ce que je sais, c'est qu'il était aussi question de cette correspondance avec la société Burisma, etc. Donc, mais en fait, ils le font tomber sur des histoires de possession d'armes, pas sur. Vous inquiétez pas, la drogue et les mineurs, ça va venir dans pas longtemps. Quel regard vous... De toute façon, Biden est sorti maintenant. Biden est sorti. Il est rentré dans les pattes, c'est ça? Et c'est Kamala Harris, la candidate. Il a été sorti par le clan Obama? Il a été sorti par l'état-major du Parti démocrate qui était tétanisé à l'idée de perdre des députés et des sénateurs. C'est surtout ça. Biden allait perdre, mais derrière, ça risquait d'entraîner la déroute dans les chambres. Et dans les chambres, c'est l'argent. C'est pas ce qui va se passer là aux prochaines élections américaines le 5 novembre? C'est très compliqué. 5 novembre, ils sont tellement proches que personne aujourd'hui, je dis bien personne... Regardez quel sondage? Je regarde tous ceux que je lis tous les jours dans le New York Times et le Washington Post. C'est extrêmement proche. C'est très difficile de savoir qui va l'emporter. C'est extrêmement proche dans le New York Times et le WAPO? Non, c'est proche dans tous les sondages qui sont cités dedans. Il n'y a pas vraiment de candidats qui creusent. Si Trump met 10 points à Kamala Harris, ce sera une défaite des instituts de sondage, des médias? Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas qu'il mette 10 points. Non. Ah, et 5 Bien tassé. Non, ça aussi, ça relève du roman, ce qui s'est passé avec Biden. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, il y a eu un cover-up de l'entourage direct de Biden pour cacher le fait que le type était devenu, malheureusement pour lui, grabataire. Je le dis sans méchanceté, vu mon âge, maintenant je me méfie de... 74 ans, oui, c'est genou. Oui, mais enfin, genou peut-être, mais la vieillesse peut vous donner des coups terribles. Et cet homme-là qui a été un fringant, il a fait que ça dans toute sa vie, Biden, que de la politique. Là, il était quand même très atteint, et le summum a été atteint aussi quand il y a eu des célébrations d'anniversaire du débarquement, et il arrivait, il ne savait pas où il était, c'est sa femme. Là où il n'y avait pas la Russie, c'est ça? Voilà, là où il n'y avait pas la Russie, mais il y avait une Amérique complètement inexistante. Et puis il y a eu le débat au mois de juin, le débat contre Trump, où là il s'est littéralement liquéfié. Et c'est là que l'état-major démocrate a dit, bon, on coupe, on arrête les frais, et on trouve un autre candidat. Et il restait très peu de temps. Revenons sur l'Ukraine et l'apocalypse que ça risque de nous emmener. Là, on est reparti sur des manœuvres type guerre froide à la papa, c'est-à-dire je t'ouvre un conflit à gauche, tu m'ouvres un conflit à droite, je t'ouvre un conflit au milieu, tu m'envoies un conflit au-dessus de ma tête, je finance un groupe de terroristes à gauche, à droite, et j'en passe des meilleurs. Vous, avec vos 73 ans et quelques poussières, vous le voyez comment le 21e siècle? Est-ce que on va avoir une guerre ouverte Chine-Amérique? Est-ce qu'on va avoir le dindon de la farce français, européen et allemand dépecé sur l'autel de la mondialisation pour que les États-Unis et la Chine gagnent un peu de temps entre-temps? Comment ça se passe? Bon, c'est une histoire très complexe que j'essaye de traiter dans le livre. Je vous dis, il y a 2 problèmes. Le problème numéro 1, c'est
comment est-ce qu'on va retrouver un semblant d'ordre au centre de l'Europe. Sans droit international, sans institutions internationales respectées. Non, comment on fait l'accord de paix? On fait plus, là. Non, il va y avoir un accord de paix au bout d'un moment sur l'Ukraine. Qui va pouvoir échanger avec les Russes et se mettre entre les Russes et les Ukrainiens? Macron est considéré comme un puceau touriste de la politique étrangère. Les Russes disent ils nous font une macronerie, c'est-à-dire ils respectent jamais sa parole, ils nous mettent des couteaux dans le dos. Et puis les quelques crétins diplomates qui nous ont envoyés tiennent pas la route. Qui on va mettre au milieu? Non, mais à un moment, c'est une guerre d'usure et tout le monde est fatigué. Les Russes, ils n'ont pas l'air très fatigués, là. À terme, ils ont besoin d'arrêter aussi. Beaucoup de morts, une économie de guerre, ça se paye sur un moment ou un autre. Avec l'élection américaine, à la sortie, il va y avoir une négociation. Et cette négociation, il y a une intensification du conflit. Et cette négociation encore une fois, ils sont lourdement usés des deux côtés. Si l'armée russe était capable... Alors, côté ukrainien, je veux bien, mais côté russe, c'est quoi vos sources? Ce que je lis, ce que je vois. Quand on voit le Cornu est obligé de dîner avec Marine Le Pen pour avoir des informations sur ce qui se passe en Russie, est-ce qu'on passe pas encore pour des pigeons? Non, mais attendez, vous multipliez les sujets, là. Vous m'avez posé une question, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qui on va mettre entre les Ukrainiens et les Russes? Non, mais les Ukrainiens et malheureusement, pas nous. Parce qu'on s'est discrédité, mais il peut y avoir des Turcs, par exemple. Les Turcs ont été les premiers médiateurs. On a oublié ça. Là aussi, c'est dans mon livre, avec même les documents en annexe. 2 semaines après le début de la guerre, Russes et Ukrainiens s'assoient autour de la table pour arrêter les frais, quand même. D'abord sous médiation biélorusse, puis ensuite sous médiation turque. Et ils arrivent à construire ce qui ressemble à un accord de paix au mois d'avril 2022. Et pourquoi ça a foiré? Ça a foiré pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Ukrainiens commençaient à croire qu'ils allaient gagner. Ils avaient battu les Russes à Kiev et les Russes étaient en train de se retirer vers Kharkiv. Et donc ils pensaient qu'ils pouvaient gagner. Les Américains et surtout Boris Johnson sont allés à une Ukraine en disant « il ne faut jamais traiter avec Poutine, c'est un voleur, c'est un tueur, il ne faut pas signer avec eux, on va vous donner de l'argent ». Et c'est ce qui s'est passé. On a commencé à mettre de l'argent au mois d'avril. Et la troisième chose, c'est qu'il y a eu Boutcha et Irpin, c'est-à-dire les images de massacre. Donc ça a beaucoup choqué l'opinion publique, et les négociations ont été interrompues par la partie ukrainienne. Mais le fond du sujet, il est déjà dans l'accord, à savoir où est-ce qu'on trace la ligne de front, que nous, les Occidentaux, on ne reconnaîtra pas, exactement comme pour l'Allemagne de l'Est. On n'a jamais reconnu l'existence de l'Allemagne de l'Est, ni de la fracture entre les deux Allemagnes. On a parlé à l'Allemagne de l'Est, mais on n'a jamais admis la partition définitive de l'Allemagne. Idem pour la Corée ou pour Chypre. On peut être dans une situation où il y a une ligne de front et puis un jour ou l'autre, les deux peuples se rapprochent. On règle ça dans le cadre d'un traité de paix définitif. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, ce sont les fameuses garanties de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait de l'Ukraine une fois qu'on a cet accord sur la frontière, enfin, même temporaire? Quel est le statut de l'Ukraine? On retourne à la case départ, ce sera la neutralité, pas dans l'OTAN. Et si ce n'est pas dans l'OTAN, qui apporte des garanties de sécurité à l'Ukraine à ce moment-là? Mais ça, c'est un défi majeur. Parce que les Américains, eux, ils ne vont pas rester en Europe, ils vont aller vers la Chine. Donc il va falloir que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne prennent en charge la sécurité de l'Ukraine. Un pays détruit sur le plan économique. Et démographique, qui a perdu 20 millions d'habitants depuis l'indépendance, mais surarmé, politiquement très instable, et surarmé militairement, puisque au sortir de la guerre, il y a plusieurs centaines de milliers d'hommes en Ukraine, en armes, aguerris. Donc on va être dans une situation qui va être assez complexe. Ça, c'est le problème des Européens. Ça, c'est dans les années qui viennent. Ça, c'est ce qui nous pend au nez, et j'entends personne travailler là-dessus. C'est ça qui me finit de me désespérer. C'est qu'il n'y a pas un type, il n'y a pas un responsable politique français qui dit bon, maintenant, il faudrait peut-être qu'on s'occupe de à quoi ça va ressembler après la guerre. Je vous pose une question. Vous avez été dans le gouvernement, vous connaissez des diplomates, vous avez bourlingué de l'Afghanistan passant par l'Irak. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est d'ailleurs méconnu pour notre génération, alors que vous êtes une petite perle de géopolitique. Vous êtes trop bon, cher ami, trop bon. Non, attendez, les coups de bâton viennent. Quand on dit il n'y a personne qui travaille sur le après, personne. Mais c'est forcément révélateur de quelque chose.
C'est la vérité, le révélateur d'un pays qui sort de l'histoire. Vous comprenez ? La France, c'est ça ? C'est un pays qui a décidé de sortir de l'histoire, qui marche au chéquier et au guichet. Vous parlez de la France ou de l'Ukraine ? Oui, je parle de notre pays, qui me désespère. L'idée que la France pèse encore, qu'elle puisse non pas seulement faire des discours et de la diplomatie hôtelière, mais peser sur le cours des choses, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et moi, je regarde. Vous pensez que la question est soulevée à l'Assemblée nationale ? De quoi il parle ? Il parle de budget, il parle de coups tordus entre... on est de retour au pire de la 3e et de la 4e République. Et il n'y a plus d'envie, si vous voulez. Il n'y a plus d'envie. Il y a envie de vacances, il y a envie de guichet, il y a envie... Et puis, il y a une situation économique qui est... Il faut bien voir que depuis 40 ans, on a ruiné ce pays, on l'a désindustrialisé. On continue. Doliprane, qu'est-ce qu'on fait ? On file le truc aux Américains. Mais pourquoi ? Et qui le fait ? C'est ça la question. Alstom, et Lafarge, et tant d'autres. Et tant d'autres. Et qui le fait ? Je les ai dénoncés publiquement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, alors je parle pour notre pays, on reviendra sur l'Ukraine, les États-Unis, la Chine et l'Iran, peut-être, j'aimerais bien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que... Oui, on a le temps. 19h47. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la France est en train de se faire désosser comme l'ex-Union soviétique lors de son effondrement ? On vend les bijoux de famille, oui. Il y a de la corruption à gogo, il y en a qui s'en mettent plein les poches, oui. Tout le monde regarde ailleurs et tout Paris est acheté. Oui, par le Qatar notamment, oui. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous les Français ? On arrive, on commence à sortir... On est en train de laisser une situation où on va être les grands cocus de l'histoire. C'est-à-dire que qui va gagner à la sortie de l'Ukraine ? Pas les Russes, parce que les Russes... Poutine, il a fait, à mon avis, une erreur stratégique, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe ? L'OTAN s'élargit, la Baltique devient un lac otanien, les Amerlocs se sont réveillés, ça va être compliqué. Et lui, il va devenir vassal des Chinois, parce qu'à terme, il s'affaiblit, donc c'est pas terrible. Mais bon, c'est ça qu'il a voulu, c'est ça qu'il a fait, parce que, encore une fois, il ne pouvait pas renoncer à l'Ukraine, comme beaucoup de Russes, d'ailleurs. Bon. Donc lui, il n'est pas vraiment gagnant, même si apparemment il aura gagné la guerre, on dira qu'il n'a pas gagné, enfin peu importe. Revenons à la France cocu. Mais ce qui se passe, c'est qu'au final, c'est la Chine qui gagne. L'Europe devient le champ de bataille commercial entre les États-Unis et la Chine, parce que si Trump est élu, vous allez voir les barrières douanières. Tout ce qui ne rentre pas aux États-Unis, on va le retrouver sur le marché européen venant de Chine. Donc nous, on va devenir le terrain de jeu des grosses boîtes américaines et chinoises. Et personne ne va nous faire de cadeaux. Ça, je peux vous le dire, parce que j'ai négocié aussi avec et les uns et les autres. Personne ne nous fera de cadeaux. Or, comme on a un appareil industriel qui est en train de fondre comme la neige au soleil parce que personne ne s'en occupe et parce que les décisions sont prises par une coterie de hauts fonctionnaires qui eux-mêmes vont faire du fric après dans le privé, parce que c'est ça la maladie. Quand De Gaulle crée l'ENA, il crée un corps de hauts fonctionnaires pour redresser la France, pas pour faire du business. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au fil des années ? La très haute fonction publique française, elle a phagocyté la politique. Ils sont tous passés par l'ENA, les Hollande, les Chirac, etc., les Le Maire, tout ce qu'on veut. Et puis ils ont phagocyté l'industrie. Ils sont entrés dans les banques et dans l'industrie, sans rien y connaître. Puis, en général, ils viennent tous de l'inspection des finances. Mais le résultat des courses, c'est que, on n'a pas fait les réformes nécessaires pour rendre la France compétitive. 2, on a perdu le sens stratégique. On a laissé désosser des bouts entiers, les aciéries, l'énergie, et allons-y. C'est une forfaiture. Bien sûr. D'accord, mais si c'est une forfaiture, on a bien des services de renseignement qui font de la guerre économique, du renseignement interne, etc. Ils ne sont pas aveugles. Mais s'il n'y a pas de décision politique... Ils sont muets, ils ont les oreilles qui saignent, il faut leur mettre des coups de bâton. Eux, leur rôle, c'est... Il y a très peu de gens qui sortent... Ou alors, comme dans le cas... Vous vous souvenez, j'avais lancé l'affaire Alstom et l'extraterritorialité des lois américaines, mais je l'ai fait moi, tout seul. J'ai demandé une réunion avec le président de l'Assemblée, ils se sont tâtés, oui, on va faire une étude là-dessus. Et c'est là qu'on est tombé sur Pierucci et l'affaire Alstom. Et Pierucci, lui, comme il est allé en tôle 2 fois aux États-Unis, il avait peut-être quelque chose... Pas n'importe quelle tôle. Hein. Oui, en plus, Rikers Island, c'est pas un cadeau. Et donc, il a dit les choses. Mais il était lui-même la victime de tout ça. D'accord. La France est en train de se faire ouvrir en deux. Il va rien nous rester que nos yeux pour pleurer. C'est-à-dire que quand Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'on a affaire à un peuple inquiet, malheureux, excédé. Là, ils vont prendre 40 milliards de taxes en plus. Ça va être terrible pour la croissance. Plus personne ne va avoir d'argent, en fait. Ça va taper sur tout le monde.
Donc ralentissement en plus d'une économie qui était déjà pas loin de zéro de progrès. Donc, et pourquoi ça? Parce qu'on est incapable de faire des économies, parce qu'il n'y a pas la volonté politique d'aller... Et comme toujours en France, on monte au rideau dans les extrêmes, on échange des insultes, des trucs, mais on ne règle pas les problèmes. Et c'est tout à fait désespérant. Eh ben, vous savez comment ça va se terminer, cette histoire. Quand tout le monde sera à genoux, quand on aura tous marre de courber les chines face à une déliquescence de notre classe politique, qu'est-ce qui va se passer? Ça va taper. Ça risque. Les gilets jaunes, c'était... Ça risque. C'était ça risque. Disneyland par rapport à ce qui... Mais vous savez, le drame, il est profond. Alors, il y a quelque chose qu'on partage avec d'autres Européens, parce que la descente de l'Europe, elle est générale. Ça, je le dis aussi dans mon livre. Entre 2008 et aujourd'hui, la taille du PIB européen, qui était du même niveau que les Américains en 2008, a été coupée en deux, de moitié. Donc, on est 2 fois moins riche, alors qu'on était au même niveau que les Américains en 2008. Donc, ça va très vite. Il n'y a pas de GAFAM européenne. Elles viennent se gaver en Europe, sans payer d'impôts. Est-ce que vous trouvez normal de prendre des taxis Uber qui prennent 25% de commission sur la course du chauffeur, ou des Airbnb qui ne payent pas d'impôts en France, ou quasiment pas? Des commissions de pub sur YouTube, parce qu'ils vont les payer en Irlande, parce qu'on considère que l'Irlande a le droit d'avoir des impôts à 15%, parce que c'est l'Union européenne. Mais c'est de la blague, enfin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, mais on a bien fait le constat que c'était de la blague. Non, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'on se fait enfiler des choses pareilles? Moi, quand j'étais... Je vais vous raconter une Quand vous anecdote. avez marre de vous faire enfiler, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez un médecin. Je vais raconter une anecdote qui m'a beaucoup marqué. J'étais à ce moment-là à l'Europe, et je lis dans la presse qu'on va acheter des trains bombardiers, mais que nous, on ne peut pas vendre des trains français au Canada. Alors, j'appelle mes gars du cabinet, je dis, attendez, moi j'ai des souvenirs de fac de droit, j'avais étudié le commerce international, il y avait un article 24, paragraphe 4, je m'en souvenais du GATT, dans lequel il y a une réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est un principe fondamental de droit international. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vendre de trains au Canada? Je ne sais pas, monsieur le ministre... j'ai dit, vous savez ce qu'on va faire? On va soulever la question demain au Conseil. Il y avait un Conseil européen le lendemain, et je dis, demain, la France demandera la réciprocité. La base de tout, dans les marchés publics, vous rentrez chez moi, je rentre chez vous. Sinon, il n'y a pas, vous ne rentrez pas. Réciprocité. Alors, ils me disent, mais alors, ils se renseignent, ils reviennent 1 heure après en me disant, mais attendez, Bercy ne veut pas, à Matignon, le SGCI ne veut pas, et à l'Élysée, ils ne veulent pas non plus. Ah, et je dis, pourquoi ils ne veulent pas? Parce que Bruxelles est contre et les Allemands sont contre. C'est une blague. C'est une non, mais blague. Texto. Ah, j'ai dit, mais si c'est comme ça, alors, vous savez ce qu'on... Alors, on a passé la journée comme ça, et puis j'ai dit, vous allez quand même me faire un mail, vous faites tourner à toutes ces institutions, en leur disant, demain je fais ça, est-ce que quelqu'un peut être contre? Il n'y a jamais eu de mail, naturel. Personne, aucun des hauts fonctionnaires dans les endroits en question n'a dit, monsieur le ministre, vous n'avez pas le droit de demander la réciprocité. Le lendemain matin à 7h, bien sûr, il ne pouvait pas dire la France refuse la réciprocité. C'était absurde. Il y a un ministre français qui dit je vais demander ça. Personne, dans les endroits où on bloquait, mais en douce, personne dit on est ouvertement contre la réciprocité. Le lendemain matin, je prends le Thalys de 7h, je ne sais pas quoi, enfin l'horreur, très tôt le matin. Je m'installe et hop, ils arrivent sur moi comme les moineaux, les fonctionnaires des différentes SGCI, parce que le comité interministériel sur l'Europe, Matignon. Ils voulaient quoi? Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas faire ça. Comment je ne peux pas le faire? Ah ben non, mais vous me l'avez écrit, j'ai un ordre du président, comme quoi je ne peux pas demander la réciprocité. Ah non, eh ben je vais le faire. Je l'ai fait, et vous savez quand est-ce qu'on a inscrit la réciprocité dans les textes européens? 12 ans après. 12 ans après. Alors qu'on se fait enfiler par les Chinois, les Vietnamiens, tout ce qu'on veut. Les Américains, les Qataris, les Marocains. Le fond du sujet, c'est que ça ne fonctionne plus. L'histoire européenne ne fonctionne plus. Vous ne pouvez pas, à 27, prendre des décisions stratégiques sur la défense. Est-ce que la France doit sortir de l'Europe? Je vais vous dire, si mon scénario sur l'après-guerre en Ukraine se vérifie, à savoir qu'on va être malheureusement incapable, faute de le vouloir, de gérer la suite, alors il y a un risque pour l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr qu'elle survive en l'état. Et ce qui est marrant, si j'ose dire, c'est que pendant ce temps-là, Ursule, moi je l'appelle Ursule Leyen,
Ursule, ah mais non, je ne supporte pas. On est sur Thinkerview, il faut prendre un peu de niveau. Ah oui, j'ai pas le droit de dire Ursula ça. von der Leyen. Madame Ursula von der Leyen, chef autoproclamé de l'Europe. Il y a eu quelques petites histoires au département de la Défense en Allemagne. Oui, entre autres, oui. Qui a été exfiltrée par Merkel, qui n'en pouvait plus de cette dame en Allemagne. Souvent le cas d'ailleurs des gens qu'on envoie à Bruxelles, on ne peut plus à l'interne. Donc Madame Ursula a décidé que la solution c'était d'élargir. Donc qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut faire entrer l'Ukraine, la Moldavie et tous les Balkans. Donc on va devenir un mini-ONU, 40 pays, 40 et quelques pays. Comment vous prenez une décision là-dessus? Et pourquoi le fait-elle? Elle le fait parce qu'elle pense que l'Allemagne va rester une puissance dominante, que tous les petits vont graviter autour de l'Allemagne et qu'on va revenir à la Mitteleuropa, qui était le rêve avant la Première Guerre mondiale. Mais si c'est ça l'histoire, il va y avoir un problème en France. Parce que nous les Français, est-ce qu'il faut qu'on sorte de l'Union européenne? Il faut prendre des mesures. Est-ce qu'il ne faut pas attendre? Attendez, je vais répondre à votre question. L'objectif, c'est l'intérêt national. Donc, il faut que nous soyons à même de prendre des mesures qui vont nous permettre de reconstruire notre économie et notre industrie. Pour ça, ça veut dire que, comment il a fait De Gaulle en 1958? Le bon sens. Il a fait qu'il pouvait dévaluer, il pouvait prendre des droits de douane et il pouvait investir dans les endroits stratégiques. En France, il faut faire la même chose. Alors le problème, c'est qu'on ne peut plus dévaluer, qu'on ne peut plus prendre les décisions en commerce extérieur. Vous savez que le commerce extérieur en Europe, il est fédéralisé. C'est-à-dire si vous êtes ministre du commerce extérieur, ce que j'ai été, vous allez découvrir qu'il y a un gars au-dessus de vous, qui est le commissaire européen au commerce extérieur. C'est lui qui, une fois les mandats signés, arbitre au nom de l'Europe. Donc si les Allemands sont plus puissants et veulent absolument vendre des bagnoles en Amérique latine, nous, on se mange le Mercosur qui va faire du mal à nos agriculteurs. C'est ça l'histoire. C'est que le commerce extérieur français n'est pas piloté par des gens élus en France. Il est piloté par quelqu'un de la Commission qui va prendre, au nom, entre guillemets, de l'intérêt européen, qui va prendre des décisions en balançant des voitures allemandes contre du maïs français, ou du lait, ou de la viande. Et ça, c'est très compliqué de refabriquer un tissu industriel solide en France si on n'a pas le contrôle de ça. De la même façon, c'est pas normal de voir les GAFAM faire un énorme business en France et payer les impôts en Irlande. Ça, je peux pas l'admettre. J'ai beaucoup de mal. Et que l'Irlande est devenue un pays où les gens crevaient de faim, l'Irlande. Rappelez-vous, ils ont été 900 ans d'occupation anglaise, pas cadeau. Et deuxièmement, dès le 19e siècle, l'immigration massive vers les États-Unis, ils mouraient de faim. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus prospères d'Europe. Pourquoi? Ils ont un budget en excédent. Pourquoi? Parce que les impôts payés par les multinationales vont en Irlande, et pas dans les pays où ils vendent leurs produits. Et ça, tout le monde accepte ça. Le corps diplomatique français supprimé pratiquement par Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une tragédie, parce qu'il y a énormément de gens de très grande qualité et qui connaissent bien les sujets. On avait un réseau diplomatique qui était envié, qui était le 3e du monde. Mais à force de couper le peu d'argent qu'il y a dedans, pour donner ça dans des guichets divers et variés... Ça veut dire quoi, dans des guichets divers et variés? C'est-à-dire qu'on a une pompe, on file toutes sortes d'argent à des gens qui n'ont jamais contribué. Quand vous avez 500 000 personnes qui rentrent en France par an, je vais être clair, quand vous avez des vagues migratoires de cette taille et qu'on entretient des gens avec de l'argent public, il est sûr que vous allez ruiner le reste de l'économie. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Combien ça coûte? Il y a toutes sortes d'estimations. La France n'a jamais voulu voir combien il rentrait de gens. On le fait que depuis récemment. La France n'a jamais voulu savoir combien ça coûtait. On continuait avec des phrases creuses. L'immigration est une chance pour la France. Voilà. Non, la vérité, c'est que c'est très compliqué quand on va, comme c'est le cas de nous tous, on va vous allez faire une radio ou quelque chose parce que vous êtes malade. Vous allez payer. Vous payez la visite et puis vous payez une quote-part. Sauf si vous avez une maladie extrêmement lourde, vous allez payer une quote-part et vous devez prendre une mutuelle pour compenser le reste à charge. Mais si vous arrivez de, je ne sais pas où, du Sud-Soudan par exemple, mauvais exemple, là il y a une vraie guerre, mais que vous arriviez du Mali par exemple, ou du Sénégal, vous avez accès à la couverture totale, que ce soit l'AME, la CMU,
Et si vous êtes en attente de régularisation, on va même vous donner un quart de crédit avec une dotation quotidienne, mais avec des gens qui n'ont jamais contribué à notre gâteau national, à notre production nationale. Donc ça aussi, ça va un jour ou l'autre donner des signes de fracturation, parce qu'en plus, on a affaire à des populations qui, contrairement à ce qui a été raconté, ne sont pas les mêmes que les autochtones. Moi, j'entends dire, puisqu'on vous êtes sur ce sujet d'immigration... C'est vous qui l'avez mis sur la table ? Non, mais c'est un sujet majeur pour l'avenir de notre pays. Alors, on entend les bons esprits, les soi-disant démographes vous expliquer que la France a toujours été un pays d'immigration. C'est pas vrai. Terre d'accueil. On n'a jamais été un pays d'immigration avant les années 20, parce qu'on avait perdu 5 millions de jeunes Français pendant la Première Guerre mondiale. Et là, on a commencé à ouvrir, mais à qui on a ouvert ? On a ouvert aux Espagnols, aux Italiens, aux Polonais, c'est-à-dire aux gens qui étaient Portugais, aux traditions de judéo-chrétiennes. Ensuite, qu'est-ce qu'a fait De Gaulle ? De Gaulle, il a voulu qu'on sorte d'Algérie uniquement pour éviter qu'on se retrouve face à une immigration massive. Or, cette immigration massive, elle est venue 10 ans après l'indépendance. Et le Conseil d'État a considéré qu'il fallait que ces gens fassent venir leur famille. Et donc on est passé d'une immigration de travail, voulue par le CNPF de l'époque, qui voulait du travailleur pas cher. On est passé d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Il nous reste aujourd'hui, une demi-heure. On se retrouve avec une très forte population immigrée qui réclame, et on peut le comprendre d'ailleurs, son identité, qui dit en plus que l'identité française, voilà, il y a des choses à prendre et pas à prendre. On est en train de vivre des trucs très très importants, parce qu'il y a une remise en cause, si vous voulez, de tout un ensemble de ce que nous appelons les valeurs de la République. En réalité, on veut parler de la France. C'est quoi l'histoire de la France ? La plupart des gens qui arrivent considèrent que l'histoire de France commence avec le jour de leur arrivée. Ils n'ont aucune espèce de début de connaissance de ce qui s'est passé avant, ni envie de savoir d'ailleurs. Ni envie de savoir. Il y a très peu de gens qui font cette démarche. Mais très peu. Alors, on est en train de se balkaniser, de se libaniser. On a des facteurs, économiques délétères, des facteurs géopolitiques délétères, des facteurs climatiques délétères, des facteurs migratoires délétères. Oui. Et on a Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. On avait. Au revoir. Grand moment, ouais. Ouais. De solitude. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire ? Malheureusement, le tableau est très difficile. Et je parle souvent avec des gens de ma génération qui ont connu la France d'il y a 50 ans, qui ont connu la période où... Moi, quand je suis rentré, j'ai fait des études à Harvard. J'ai jamais été à l'ENA, mais quand j'ai fini ma scolarité en France, j'ai voulu aller aux États-Unis. Je suis rentré d'Harvard. With a French accent? If you like. When I came back, quand je suis revenu, je voulais revenir. J'avais des offres pour rester aux États-Unis. Mais moi, j'étais fier d'être français européen. L'avenir, il était en Europe et en France. Au début des années 70, mais on pétait le feu. On allait devenir l'endroit avec la culture en plus. Bien mieux que le pays du hamburger. Avec le style. On était contents de revenir, quoi. Moi, j'étais fier. Aujourd'hui, je regarde les jeunes et je regarde les types de ma génération, je dis, punaise, heureusement qu'on n'a pas 20 ans, parce que ça va être très très compliqué pour les jeunes générations de gérer l'équation en question. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'intellectuels, parce qu'il n'y a plus de base, parce qu'il n'y a plus de fondamentaux ? Parce que c'est très difficile. Déjà, c'est très très difficile. Et on ne peut pas se raccrocher à beaucoup de choses. En 1945, la France avait été détruite, occupée... Mais il y avait une Amérique surpuissante, il y avait un tiers-monde qui n'était que le tiers-monde, sous-développé. La Chine était derrière ses murs. C'était assez simple. Il y avait la guerre froide avec les Russes, mais globalement, l'Amérique était puissante. Et elle a puissamment aidé l'Europe à s'intégrer. Elle a reconstruit l'Allemagne, le Japon. Et c'était assez simple. Et De Gaulle, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a profité de ça tout en imposant une ligne indépendante entre les États-Unis et la Russie. Quand vous avez vu Sarko nous réintégrer dans le Conseil de l'OTAN, quand vous avez vu Sarko que vous connaissez. Oui, bien sûr. Sarko qui nous réintègre dans le Conseil de l'OTAN. Non, il n'a pas réintégré. Il a remis la France dans le commandement intégré, mais pas dans le commandement des forces nucléaires. Le commandement intégré, c'est une réunion entre les généraux qui n'implique... Enfin, aujourd'hui, il y a tellement à faire sur le plan militaire que c'est vraiment la dernière question. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pas tellement de réintégrer le commandement militaire, c'est savoir si les Américains vont rester dans l'OTAN. Et si Trump va arriver... Si on paye 2,5% de notre PIB... Fondamentalement,
On a le temps. La majeure partie sont trépanés, ne s'intéressent pas aux questions internationales. On est dans le guidon entre leurs problèmes d'inflation sur la bouffe, sur les appartements, impossible de se loger, impossible de se chauffer. On va avoir 60 milliards d'impôts en plus sur la tête. Ça va mal se terminer, cette histoire. La classe politique, vous pensez qu'elle va faire quoi? Elle va s'exfiltrer en Suisse pour éviter de se faire... Pourquoi vous rigolez? Non, il ne faut pas non plus dépeindre l'apocalypse, mais c'est vrai que nous sommes au-devant de choses très difficiles. Très difficiles. Et malheureusement, grâce à M. Macron, on a une situation où on ne peut pas faire d'élection d'ici l'été prochain. Donc il ne peut pas y avoir de cap sérieux pris, parce que quels que soient les... Je connais bien Barnier, je connais un certain nombre de... Mes camarades sont au gouvernement, ils y vont avec cœur, mais c'est impossible. Comment voulez-vous prendre des décisions majeures sanctionnées par des lois quand vous n'avez pas le début d'une majorité pour avoir une loi? Supposez que vous vouliez par exemple créer un délit, remettre le délit de présence illégale des immigrés en France. Ben, vous n'aurez jamais une majorité pour la faire passer. Si vous voulez faire des peines planchées, vous n'avez pas de loi non plus. Donc Retailleau peut dire ce qu'il croit être juste et je le soutiens. Simplement, il n'a pas les moyens de sa politique. Pour faire des économies, il faut que vous ayez une majorité qui vous dise bah, tiens, on va supprimer le Conseil économique et social, il y a 500 millions d'euros à ramasser. On va supprimer telle et telle agence qui ne sert à rien, on va récupérer des milliards d'économies. Mais pour ça, il faut une loi. Et il faut avoir d'abord le courage de se confronter à ces résistances et ensuite faire voter une loi. Si vous n'avez, il n'y a pas de majorité du tout. Donc on est dans un système totalement éclaté, sans précédent. Est-ce que vous êtes inquiet pour la stabilité de l'euro? Je suis inquiet pour notre déficit à nous, parce que le jour où les marchés décident de se payer la France, ça va être grave. C'est-à-dire s'il y a des fonds vautours qui veulent attaquer la dette française? À un moment, ils vont attaquer la dette française. On a déjà dépassé l'Espagne et la Grèce. Ils regardent les chiffres. Le taux d'intérêt. Bah oui, ils vont monter les taux d'intérêt. Ça va être de plus en plus cher. Aujourd'hui, le remboursement de la dette est supérieur au budget de la défense, alors qu'on a besoin d'une défense. Donc on vit à crédit. On vit à crédit tous les jours. Et quand je vois la gabegie qui continue tous les jours, ils n'ont toujours rien compris. Pourquoi ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris, ils ont peur que le sevrage de la gabegie soit tellement délétère pour la classe politique qui a une seule capacité, c'est-à-dire essayer d'intriguer pour s'assurer un petit futur. Est-ce que vous n'avez pas peur, du moins est-ce qu'eux, ils n'ont pas peur de se faire rafraîchir la nuque? À un moment, je pense que la violence, malheureusement, la France étant la France, quand le système est bloqué, ça va dans la rue. Ça risque de se terminer comme Louis-Philippe, parce que Macron, il ressemble de plus en plus à Louis-Philippe. Ouais. Pour les jeunes qui ne nous suivent pas, Louis-Philippe, il courait dans la rue. Voilà. Donc, non, je suis inquiet. D'abord, je suis inquiet parce que la géopolitique mondiale, elle est gravissime. Je vous dis, on a un énorme problème à régler en Europe. On a en plus les métastases, notamment au Proche-Orient, avec de plus en plus un même théâtre stratégique. Le Moyen-Orient et l'Europe, ça devient le même théâtre stratégique. Le jour où vous verrez arriver des missiles comme il y a en Iran, là, de l'autre côté de la Méditerranée, ça va faire drôle. Ils ont 3000 missiles, les Iraniens. Mais l'équivalent en Europe n'existe pas. Donc il va falloir qu'on se réveille, qu'on se prépare à vivre dans un monde très très dangereux. Donc ça, c'est déjà difficile. Si en plus, derrière, on a un pays qui n'est pas prêt mentalement ni économiquement, ça va être très compliqué. On fait comment pour réarmer les esprits, pour faire rêver la population pour un destin commun? Déjà, on lui rappelle ce que c'était la France, quoi. C'est un très très grand pays, un très beau et très grand pays. Et on est fiers de notre histoire. Je vous dis, le problème, c'est qu'elle est inconnue. Beaucoup de la jeune génération, surtout tous ceux qui arrivent de l'extérieur, ils ne connaissent pas. Le pire, c'est qu'ils n'ont même pas envie de connaître. Eux, ils sont dans autre chose. Ils sont dans quoi? Dans TikTok. Ils sont dans les jeux vidéo. Vous regardez les gens sur leur téléphone, qu'est-ce qu'ils font? Ils postent des trucs insensés que moi, je ne veux même pas connaître, mais en tout cas, c'est pas un échange d'idées, quoi. Vous voyez? Quel regard vous portez sur la Chine et ses ambitions? La Chine, moi, j'aime beaucoup les Chinois. Ce sont des gens qui ont le culte du travail et de l'histoire, qui s'occupent de leur famille. Ce sont des gens bien, les Chinois. Le problème, c'est qu'ils ont été très longtemps maltraités par les puissances coloniales et que maintenant, ils veulent se venger. Et que pour Xi Jinping, c'est le moment de la Chine. Donc ce siècle va être celui de la Chine.
et ils se donnent de tous les moyens pour que la Chine reprenne le contrôle, qu'elle devienne la première puissance mondiale. Donc les Chinois veulent se... ça risque de... Voilà, ils mettent leur poids, ils font des choses assez extraordinaires, hein. Par exemple aller de l'autre côté de la Lune, et des choses très brutales, comme prendre le contrôle de la mer de Chine, en mettant beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup d'hommes. La Chine veut se venger, les Russes vont vouloir se venger, les Ukrainiens vont vouloir se venger, les Européens courent comme un petit canard sans tête, les Américains sont quand même en perte d'influence. Relative. Il reste toujours la monnaie de réserve, même si elle ne représente plus que 15% de la richesse mondiale. C'est qu'encore la monnaie de réserve. Ils ont encore la plus grande force militaire du monde. Et ils sont la force d'innovation du monde. Donc ils resteront une très grande puissance. Même si relativement ce sera moins, ça restera une très grande puissance. Mais ce qui va changer, c'est tout ce que vous venez de dire, plus la démographie. Sachez qu'en 2100, 40% des humains sera africains. Presque un humain sur deux sera africain. Pourquoi ? Parce que la courbe démographique est en train de chuter partout, y compris en Chine, et que le seul endroit où la transition démographique n'est pas encore faite, c'est en Afrique. Donc on va avoir une montée de la pression démographique en Afrique. Plus le réchauffement climatique. Voilà, donc des vagues migratoires, et on n'est qu'au début des grandes vagues migratoires d'études. Et là, il faudra vraiment que les Européens se disent, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on fait quoi ? On fait un mur ? Il va falloir faire des murs, et il va falloir mettre pas mal d'argent aussi aux bons endroits en Afrique pour que les jobs puissent être trouvés sur place, parce qu'il y a beaucoup de richesses en Afrique. Par contre, il y a une très mauvaise gouvernance. Donc quand vous êtes jeune, si vous êtes un jeune malien, par exemple, aujourd'hui, vivant dans le nord du pays, où il n'y a que des épines et des chèvres, si vous voulez vous marier, il faut des chèvres. Mais ce que je dis, je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais il se trouve que ce n'est pas du tout une plaisanterie. Si vous êtes un jeune... Des épines et des chèvres. Non, mais pour vous marier, il faut offrir un troupeau de chèvres au père de la mariée. Donc comment vous faites pour offrir un troupeau de chèvres quand vous êtes misérable ? Vous n'avez pas été à l'école, soit vous partez, vous faites l'immigration, soit vous résignez à votre sort, soit vous entrez chez les djihadistes et ils vous donnent une calache, une moto, et vous jouez au petit chef, et là vous vous installez. C'est comme ça que ça se passe, c'est le vécu. En ce moment, il y a Poutine qui organise un forum avec les BRICS. À Kazan, oui. Kazan, c'est quoi la traduction de Kazan ? C'est le fourneau, le creuset du Tatarstan, non ? Je me trompe peut-être. C'est très beau. C'est une partie de cet univers russe et en Asie centrale qui est magnifique. Oui. Donc les BRICS, on fait quoi ? On continue de les regarder comme si c'était... les BRICS, vous avez deux théories. Il y a la théorie majoritaire, c'est que c'est pas grave. Parce que c'est très hétérogène. Parce que tout le monde ne s'entend pas, personne ne s'entend là-dedans. C'est le sel, le poivre, tous les ingrédients possibles. Mais tout ça ne fait pas un système alternatif. Moi, dans mon livre, je défends la thèse inverse. Je dis qu'en effet, tout le monde est très hétérogène, mais que ces gens-là vont représenter 50% de la richesse mondiale dans 20 ans, en 2050. De construire une alternative à SWIFT ? À SWIFT, mais pas seulement. Ils sont en train de créer une banque de développement qui est dirigée par Delma Youssef, qui est basée à Shanghai. De plus en plus, la monnaie de réserve américaine, elle est contournée parce qu'ils ne veulent pas être soumis aux sanctions. Sachez que 60% des pays du tiers-monde sont sous sanctions américaines. Donc les gens n'en peuvent plus, naturellement. Donc ils contournent. Les Iraniens ont 40 ans d'expérience pour contourner les sanctions américaines. Les Russes, là, ils ont contourné massivement. Avec l'aide de qui ? Des Turcs, des Chinois et de toutes sortes de pays qui leur vendent ce dont ils ont besoin, en contournant, en passant par d'autres monnaies. Et là, le yuan est en train de commencer à s'imposer, ou bien les crypto-monnaies. Vous avez vu que Poutine, par exemple, devient un amateur de crypto, parce qu'il a compris que les cryptos peuvent contourner le dollar. Donc, on est en train d'assister à la construction brique par brique, c'est un mauvais jeu de mots, d'un système, non pas alternatif, mais qui contourne la domination de l'ordre américain de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai comparé ça dans mon livre à l'histoire d'une maison... Engrenage aux éditions Odile Jacob. Voilà, Engrenage. Dans Engrenage, je décris une maison qui a été construite, une belle maison, sur une falaise. Simplement, le climat a changé et la mer est devenue de plus en plus brutale. Donc elle érode, elle casse la falaise, jusqu'à ce que la maison s'effondre
Et la question, c'est qui va reconstruire, qui va être l'architecte, et où est-ce qu'elle va être reconstruite, la maison. Je vous pose une question. Avec votre grande expérience, qui, on va dire, de nos élites, de nos intellectuels, encore vivants, qui est tout à fait en possession de ses moyens pour comprendre la situation et aider la France? Qu'est-ce qui nous reste? Donnez-moi 5 noms. Comme un télo. Comme personne, un télo politique. Non, il y a des gens de qualité. Hein. Mais qui? Je sais pas, moi, Bruno Le Maire? Qui voulait mettre la Russie à genoux. Non, je pense qu'il y a plein de talents en France. Bah alors, donnez-moi-en 5. Si on a plein. Non, mais il y a des... Qui est suffisamment burné pour voir les choses en face? Moi, je vais vous dire, je n'ai pas eu cette conversation avec François Hollande récemment, mais comme j'ai vu Nicolas... Vous avez essayé de le destituer, non? Oui. Oui, parce qu'il avait foutu les photos des raids, des missions militaires devant les journalistes. Il faut quand même le faire. Le président ne devrait pas dire ça. Oui, il a mis toutes les photos des missions de guerre de l'armée de l'air sur la Syrie sous le nez des journalistes. Et quoi encore? Quelle inconséquence? Et quoi encore? Non, il y en a un qui a compris, parce que je parle assez régulièrement avec lui, c'est Sarko. Il est parfaitement clair sur les grands enjeux du monde. Il y a des gens qui ont été éliminés comme François Fillon, mais François Fillon, il a été éliminé pour... voilà, comme ce qui a été tenté aux États-Unis contre Trump a réussi en France contre Fillon, à dégager. Brutalement, en 3 semaines. Aux États-Unis, ça n'a pas marché. Trump est toujours là. Remarque incidente. Non, il y a des gens qui ont une vraie expérience. Bon, Sarko, il a quand même quelques valoches. Hein. Oui, bien sûr. Des grosses. Oui, non, mais je ne dis pas. Vous me dites, est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients de ce qui se passe? Parmi ceux que je côtoie et à qui je parle, c'est le cas. Donc, Sarko, Fillon, François Hollande? Je ne sais pas. Peut-être. Qui d'autre? 2 autres. Ah, m'embêtez. À ce point-là? C'est le désert. Non, mais vous savez, si j'ai arrêté mon engagement politique en 2017, c'est que j'en pouvais plus. Mais vous en pouviez plus de cette bande de tocards égoïstes qui étaient en train de dépouiller la France. On n'arrivait pas à avancer sur... Il nous reste 12 minutes. Ouais, j'avais pas envie d'être un petit poids devant Macron. J'ai vu ce que c'était que Macron. Dès l'époque, j'avais pas envie de ça. J'avais pas une âme de traître d'aller faire comme d'autres. Rejoindre Macron. Et j'avais pas une âme non plus de traite vis-à-vis de mes électeurs dans ce quartier. Ils ont tous le bac, ils sont tous sophistiqués. J'allais pas leur dire, attendez, week-end prochain, vous votez tous Macron, et puis après le coup suivant, vous votez pour moi, je serai dans l'opposition. Mais comment vous vendez ça? Comment vous expliquez ça? La vérité, c'est qu'il n'y a plus de ligne idéologique. Il faut avoir une ligne idéologique, et celle-là, elle est très simple. C'est la nation, la fierté de la nation et la reconstruction de notre pays de l'intérieur. Il faut qu'on recommence à fabriquer de la richesse en France, à former les gens pour ça. Sans énergie, sans énergie, sans colonie. Comment, comme sans énergie, on a été les fondateurs. Mais on est les fondateurs. L'énergie, moi j'allais vous parler d'énergie nucléaire, c'est nous qui avons su le faire. On l'a laissé tomber, on a cassé le jouet quand même. L'énergie nucléaire française, c'est une des hontes absolues des 40 dernières années. On avait la meilleure filière nucléaire, de la totale filière, depuis l'uranium jusqu'au retraitement du plutonium. On savait faire des centrales, on en sortait 3 par an. Et on a tout cassé. Tout cassé, parce que ils se tiraient la bourre, parce que les monsieur machin s'entendaient pas avec madame machin, si vous voyez ce que je veux dire. Les Allemands ont essayé de nous la mettre à l'envers, quand même. Les Allemands, et alors, les Allemands, ils ont décidé de se suicider en sortant du nucléaire. Maintenant, ils ouvrent des centrales à charbon. Alors, bravo l'écologie. Non. Il nous reste 10 minutes. On a, vous savez, ARN Messager, le prix Nobel a été donné à 3 Français en 1965, dont François Jacob, le père de mon éditeur actuel. Vous croyez que la France a su exploiter ça derrière et fabriquer l'ARN Messager? Non, on a laissé les Américains partir. Le type qui a fait Moderna, il travaillait chez Mérieux. Pourquoi il est parti aux États-Unis? Aujourd'hui, il est milliardaire. Et c'est ça le truc qu'on n'a pas, c'est qu'on ne sait pas honorer les gens qui réussissent bien. Odile Jacob, c'est d'ailleurs une très belle maison où ils nous ont publié notre mentor, Jacques Blamont. Et on remercie qu'il y ait encore des maisons d'édition comme ça. Il nous reste 9 minutes.
J'ai promis de vous lâcher en temps et en heure. Oui, parce que je suis attendu. Est-ce que vous avez un sujet que vous souhaiteriez aborder avec nous? Je voudrais ensuite 3 livres à conseiller à notre communauté, autres que Engrenage aux éditions Odile Jacob. Donc 3 livres qui ont compté pour vous. Et ensuite un conseil pour les jeunes générations. Vous avez 9 minutes. Pour les jeunes générations, je leur vais dire... Avant, un sujet qu'on n'a pas abordé. Un sujet qu'on n'a pas abordé? On n'a pas abordé la plongée sous-marine, qui est une de mes passions. Qu'on a en commun. Oui, et le saccage de la terre. Ça me révulse. Paul Watson qui... L'agriculture intensive, les produits chimiques dans la mer, la destruction des espèces. Mais moi, je le vois, on le voit. Quand vous voyez moins d'oiseaux, c'est quand il y a moins d'oiseaux, c'est qu'il y a moins d'insectes. Et s'il y a moins d'insectes, c'est parce qu'ils ont bourré les sols de pesticides. C'est une catastrophe. Ça se déverse dans les rivières, ça tue les poissons, ça arrive dans la mer. Et après, on va planter des mâts d'éoliennes au milieu de tout ça. Et après, on s'étonne que les baleines viennent s'échouer. Je veux dire, c'est une destruction. L'humain a cette capacité de détruire qui était phénoménale. C'est une horreur. C'est une impasse évolutive. Et quand il a fini de détruire la Terre, il se détruit entre eux. Il est capable d'inventer des bombes atomiques, puis des armes biologiques. Des armes biologiques. Chimiques. Chimiques, bien sûr. Mais le pire, ça va être les armes biologiques. Et quand vous voyez ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, la capacité de l'intelligence artificielle d'être utilisée dans les armes, donc d'avoir des armes qui prennent eux-mêmes les décisions de tir, parce qu'au bout d'un moment, si vous avez un essaim de drones, je sais pas quoi, qui se parlent entre eux, le conducteur derrière humain, il va être rapidement débordé. Donc on rentre dans des problématiques de destruction de cette planète qui sont affolantes, mais ça me désespère, moi qui aime tellement la nature et la mer. Ça, c'est un sujet majeur. Mais là encore, les hommes Quel politiques... est votre plus beau souvenir de plongeur? La fois où j'ai failli être bouffé par un requin marteau qui m'a épargné. Non, j'ai eu beaucoup de souvenirs. J'étais avec Henri Germain Delauze, qui était le fondateur de la Comex. Et à un moment, à la fin de sa vie, il était passionné d'épaves, de recherche d'épaves. Et on cherchait des épaves Ming dans le détroit de la Sonde. Et on a trouvé une épave. Simplement, la marine indonésienne, qui était avec nous sur le bateau, quand on est retourné en France, ils ont pillé le haut du bateau, ils ont fait exploser le reste. Donc c'est à la fois un beau et un triste souvenir. Est-ce que vous avez déjà croisé le regard d'un dauphin ambassadeur? Ambassadeur, non. Mais j'ai nagé avec des requins et avec des dauphins, oui. Et pourquoi le marteau, il a essayé de vous... C'était le grand ou le petit marteau? Très grand. Il faisait 7 mètres de... Je ne sais pas, descendait à 50-55 mètres au large du Belize. À l'air ou à l'air. Et tout d'un coup, on voit ce truc-là arriver. Enfin, j'étais avec un... Vous n'étiez pas narcosé à 60 mètres à votre âge? Non. Mais j'étais beaucoup plus jeune. Et ce truc est arrivé avec la gueule entrouverte et nous a suivis jusqu'à la surface. Moi, je souhaitais que l'autre soit bouffé avant moi, mais heureusement, il a bouffé personne. Mais c'était très effrayant. 3 livres à conseiller à notre communauté. Moi, je leur dirais de lire Vassili Grossman, parce que toute la Russie est dans Vassili Grossman. L'histoire de la guerre, la compréhension de ce que c'est que la Russie. Babel, un autre ukraino-russe, lui venait d'Odessa, c'était un juif russe, qui raconte la Première Guerre mondiale. La cavalerie rouge, c'est extraordinaire. Les âmes mortes de Gogol, c'est génial. Je vous parle de littérature russe, parce c'était le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a plein d'autres livres merveilleux, de l'Est d'Éden à Zola, en passant par... Moi, j'ai beaucoup aimé Zola quand j'étais gamin. J'avais tout lu de Gaulle. Et puis Balzac et Victor Hugo. Si vous voulez comprendre la France et la Révolution française, il faut lire 93. Tout y est. Est-ce que vous avez un conseil pour la jeune génération, une bouteille à la mer, hein, quelque chose qui va rester impérissable sur Internet? Pour la jeune génération, je leur dirais de faire ce qui les passionne, de vivre leur passion. De choisir quelque chose qui les passionne. Et ils feront des grandes choses. Sans se faire arrêter par les obstacles. Parce que tout est difficile, surtout quand on est jeune, les portes sont rarement ouvertes. Elles sont plus ouvertes aux États-Unis, c'est beaucoup plus confortable.
Et c'est pour ça que c'est excitant l'Amérique, parce qu'on ne va pas vous demander votre couleur de peau, votre origine, votre religion, votre machin. Si vous avez quelque chose, on va vous donner votre chance. Et si vous cassez la gueule, on vous redonne une autre chance. Ça, c'est fantastique. C'est le modèle américain que j'aimerais voir. Ça, c'est le bon côté américain que j'aimerais voir en France, plutôt que les hamburgers et toutes les autres saloperies, les séries et toutes ces conneries qu'on fait rentrer chez nous. Et donc le conseil, c'est suivez votre passion. S'il y a quelque chose qui vous passionne dans la vie, il faut le faire. Pierre Lelouch, merci. Merci à vous.